Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h32 donc, et nous parlons de François Bayrou, de ses consultations qui ont commencé, chère Rachel. Peut-être, alors déjà, on a le sentiment qu'il essaie de dresser un portrait de la France, puisqu'il a reçu notamment le président de la Cour des comptes, Bruno Retailleau, mais ça c'était hier, peut-être Pierre Moscovici, mais peut-être dans le but de former son gouvernement, mais ce matin, il était plutôt avec Gérard Larcher, peut-être pour voir un peu dans quel état était la France avant de dresser un plan. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas, moi, lors de son discours de passation de pouvoir, il nous a dit que c'était celui qui connaissait le mieux les problèmes de la France. Ah, donc, je suis pas Jules sûr Torres, c'est taquin. Non, mais je suis pas taquin, je suis attaché à la rigueur et aux faits. Oui. Et voilà, on ne peut pas penser qu'il fait des consultations pour apprendre à connaître la France. J'espère quand même qu'à 73 ans, après avoir été ministre à de nombreuses reprises, peut-être connaître le détail des dossiers, et président du MoDem, j'espère quand même qu'il connaît un minimum la France. Oui, non mais bravo, non mais Jules Torres. Et puis je suis pas sûr que requérir l'avis de Monsieur Moscovici, qui est la Cour des comptes depuis des années, soit le meilleur, le meilleur conseiller pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le pays français. Bon, moi j'en ai assez. Rachel Kahn. Oh là là. Vous en avez assez? Non, j'en ai assez parce que François Bayrou, donc c'est l'homme politique que l'on connaît. C'est aussi l'agrégé de lettres que l'on connaît, qui a un sens politique affûté, une culture remarquable. Notamment, il défend la langue française depuis des années, notamment la francophonie. Et moi, effectivement, avec mes origines, et Senghor, etc., ça me parle énormément. Et je trouve que c'est la première pierre déjà à sa pensée politique. Il est dans ce moment-là où il assure la continuité de l'État, non seulement en termes de temps, mais aussi avec Mayotte en termes d'espace, notre continuité de cet État français. Par ailleurs, oui, il a une idée de la France qui est de dépasser les clivages, qui est sur la réconciliation et qui est justement sur la formation d'un gouvernement uni, fort et debout. Il y a tant d'enjeux et de défis au niveau national et international que nous, en tant que citoyens, je trouve que ce n'est pas une bonne chose de déjà critiquer l'ensemble de François Bayrou, ce qu'il pourrait faire, alors même que ça fait à peine 24 heures qu'il a été nommé. Oui, c'est très français ça, Rachel Kahn. Très bien, vous dites Rachel Kahn ce soir, on attend de voir, mais... non, mais plus que ça, on attend de voir certes, mais sur la pensée, justement le dépassement des clivages, on le critique assez sur le milieu, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs François-Xavier Bellamy le disait, dépasser la question des partis, pour avoir un focus sur le pays. Et c'est très précisément la pensée de François Bayrou. Le problème, c'est malheureux. Vous n'êtes pas d'accord? Non, si, je suis complètement d'accord sur le. J'aurais envie qu'on dépasse les partis, sauf que le problème, c'est qu'avec cette Assemblée nationale, on est en pleine 4e République, et donc c'est le régime des partis. On parle d'un Premier ministre qui a 36 députés. Donc évidemment, déjà qu'on est dans cette République des partis, Michel Barnier, il avait 47 députés, il était Premier ministre. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Donc sortir du clivage partisan, ça va être impossible parce qu'il y a trop d'enjeux. Tout le monde pense soit à 2027, soit à leur petit siège de député. On voit bien en ce moment tout ce qui se passe autour, par exemple, du Parti socialiste qui dit on pourrait rentrer au gouvernement ou non, faire un pacte de non-censure ou non. Eh bien ça, c'est pour une chose, c'est parce qu'ils veulent soit se débarrasser de la France insoumise, soit trouver un espace politique en ce moment pour faire entendre une voix un petit peu dissonante à gauche. Mais on voit bien que tout le monde aujourd'hui est mu par les réflexes partisans et la prochaine élection présidentielle. Et ça, ce n'est pas responsable. Ouais. La responsabilité, c'est la responsabilité de nos élus, de nos représentants. Le mot responsabilité, d'un point de vue des racines latines, c'est apporter des réponses. Moi, j'en ai assez que nous ayons des députés à l'Assemblée nationale qui n'arrivent pas à se parler. Quand on est dans le monde de l'entreprise, quand on est dans... admettons, on a un projet en commun tous les trois, on n'a pas les mêmes idées politiques, on va réussir à se parler pour mener à bien ce projet. C'est ce qu'on attend de l'Assemblée nationale. Oui, alors ça, Rachel Kahn, je crois que c'est un vœu pieux, si vous me permettez. Oui, mais on peut continuer d'y croire et d'avoir la foi quand même. Mais oui, vous avez raison, Rachel Kahn, mais c'est vrai, va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout, François Bayrou? A-t-il les leviers nécessaires, Jules Torres, pour mener à bien son projet? Je ne sais pas, ça dépend où est le bout. Si le bout c'est 2027, oui, c'est vrai. François Bayrou, il pourrait connaître le même sort que Michel Barnier s'il ne respecte pas un certain nombre de conditions. Quels sont ses atouts? Si on compare Michel Barnier et François Bayrou face à la situation que nous connaissons aujourd'hui, quels sont les atouts de François Bayrou par rapport à son prédécesseur? Alors, ils ont tous les deux été présidents de conseil départemental. Non mais c'est ça, parce qu'ils ont un profil très similaire en fait. Il y en a un qui est pyrénéen, l'autre savoyard. Sans doute...
est-il plus flexible, François Bayrou? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très souvent mesuré avec les oppositions, qui n'utilise pas d'anathème. Hein. Je dis pas que c'est ce que faisait Michel Barnier, mais en tout cas, Michel Barnier, dès le début, on lui a donné des consignes claires. Il avait deux solutions. Soit il se débarrassait du Rassemblement national, mais dans ce cas, il avait besoin du PS. Il a bien vu dès le début que le PS était dans une situation où il ne pouvait faire autre chose que de voter cette censure. Donc, il devait prendre les voix du Rassemblement national et les accepter. Il ne l'a pas fait, il a été censuré, il a été combattu par une majorité de députés 331. Aujourd'hui, François Bayrou, il a la même équation que Michel Barnier. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être le PS est en train de bouger, peut-être que finalement ils ne bougeront pas. Alors à ce moment-là, il devra accepter les voix du Rassemblement national. Juste un mot sur le PS, si vous le permettez, et vous allez réagir. Le premier secrétaire du PS qui a posé ses conditions à un accord de non-censure avec le gouvernement. Il prévient une nouvelle loi immigration mènerait les socialistes à voter une nouvelle motion de censure. Olivier Faure qui dit également dans les colonnes du Parisien qu'il a une divergence stratégique profonde avec Jean-Luc Mélenchon. C'est parfait, c'est ce que je disais. Donc voilà, François Bayrou. Mais il n'a pas reçu de coup de fil du nouveau Premier ministre, dit-il. En tout cas, c'est très simple. Si François Bayrou veut la droite au gouvernement et avoir un pacte de non-censure, il faut qu'il fasse cette loi immigration qui a été promise lors du précédent gouvernement par donc Michel voilà, Barnier on est reparti sur la censure, Rachel Kahn. Donc, voyez, vous avez beau avoir la foi, Rachel Kahn, regardez. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que François Bayrou ne va plus pouvoir compter sur le Parti socialiste parce qu'ils sont inféodés à Jean-Luc Mélenchon. Même si son premier secrétaire dit le contraire. Il dit nous avons une divergence de vue stratégique. Il dit le contraire en disant attention, on a beaucoup de lignes rouges et on censure. Enfin, c'est-à-dire, il dit pas que il faut la démission du président de la République. Profonde avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que dit Olivier Faure. Mais on voit bien qu'il est un petit peu empêché, notamment par sa base, parce qu'il pense à dans 6 mois, Olivier Faure, comment va se retrouver le Parti socialiste s'il y a une dissolution. Il juge que Jean-Luc Mélenchon affaiblit la gauche. Et lui, il affaiblit pas la gauche, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, il l'augmente pas. Oui. Rachel Kahn. Oui, alors il y a beaucoup de sujets. Déjà, la différence entre Barnier et Bayrou, pour moi, c'est quand même une question de terrain. Quand on va à Pau, ce qu'il a réussi à faire, François Bayrou, dans cette ville-là, pour moi, c'est un peu de la géopolitique locale. Donc, il sait aussi manier les différentes tendances pour mener à bien un projet au niveau local. Maintenant, ce serait d'un point de vue national. Après, sur la question du PS et de la gauche, moi je pense que là, Olivier Faure est dans une mauvaise posture parce qu'effectivement, il y a énormément aujourd'hui, notamment de militants socialistes ou d'anciens leaders socialistes qui ne se reconnaissent absolument plus dans ce qui est devenu le Parti socialiste. Donc, je pense que effectivement, c'est pas une question d'affaiblir Mélenchon affaiblit la gauche. C'est simplement que les choix qui ont été d'être inféodés et ne plus du tout répondre à la couleur politique et aux fondamentaux qu'était le PS. Ça a affaibli l'ensemble du PS, c'est sûr. Et le problème aujourd'hui du PS, c'est que certes, Olivier Faure n'est pas tout à fait très connu des Français, mais quelle autre incarnation au sein du Parti socialiste, à part Monsieur Hollande qui est omni-absent depuis une semaine. Monsieur Cazeneuve, il est plus au Parti socialiste. Didier Migaud, le ministre de la Justice, il n'est plus au Parti socialiste. Pierre Moscovici n'est plus au Parti socialiste depuis les années 2010. Enfin, il n'y a aucune alternative aujourd'hui au sein du Parti socialiste, et c'est la raison pour laquelle il se laisse mener par Olivier Faure, et ils vont tout droit dans le mur, le Parti socialiste. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'existe que grâce à la France insoumise. Olivier Faure l'a bien compris. À la prochaine présidentielle, je ne vois pas l'émergence d'un candidat du Parti socialiste, donc ils se rangeront derrière la candidature unique de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Et voilà, et ce seront les électeurs socialistes qui, encore une fois, seront lésés. Bon, alors je voudrais juste un mot là sur Olivier Faure. Est-ce que le divorce, ça sent le divorce avec Jean-Luc Mélenchon? Je pose la question là parce que je suis en train de lire donc cet article du Parisien que m'a apporté Thomas Lacroix en studio. Je le découvre avec vous. On lui pose la question à Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon est-il sorti du nouveau Front populaire? Réponse d'Olivier Faure: il pense que tout se résout par la seule présidentielle. Ce n'est pas conforme au projet politique du Front populaire qui mise au contraire sur la reparlementarisation de la vie politique. La 6ème République, ce n'est pas la 5e Empire. Il fait donc cavalier seul. Enfin, il discutait pas autant quand il s'agissait d'avoir des places de députés. Oui, alors ça c'est. Alors Rachel Kahn a raison. Jules Torres. Bien sûr qu'elle a raison, Rachel. Olivier Faure, il a
deux échéances en tête avant la présidentielle de 2027. D'abord, il a une potentielle dissolution qui pourra arriver. Elle pourra arriver en juillet, en août, en septembre prochain. Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas la faire, mais il sera peut-être contraint, notamment par une motion de censure. Donc déjà, c'est la première des choses. Le Parti socialiste, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de ne pas être dans une alliance à gauche. Et on voit bien que et les écologistes et les communistes veulent plutôt continuer avec la France insoumise pour une nouvelle dissolution. Et puis la deuxième échéance, c'est celle des municipales. La France insoumise pourrait être un gros caillou dans la chaussure de toutes les mairies socialistes sortantes. On pense à Paris, on pense à la ville de Nantes, on pense à un certain nombre de communes qui, sans le soutien de la France insoumise, pourraient revenir à la droite. On pense également à Marseille, où Benoît Payan, certes, a des sondages qui lui sont plutôt favorables, mais qui pourrait, à cause d'une candidature de la gauche, de la France insoumise, eh bien, voir ses plans contrecarrés. Donc il y a ces deux échéances électorales, et on voit bien que ce sont les deux objectifs d'Olivier Faure au-delà de la présidentielle. Mais lui aussi est ému mais ça va être par des compliqué. intérêts Donc les électoraux. socialistes ont dit qu'ils ne voulaient pas faire partie d'un gouvernement. Mais donc, quelle Eh ben moi je trouve qu'ils ont bien tort, et c'est le sujet qu'on a en ce moment à droite. C'est-à-dire que les Républicains sont-ils plus forts à l'intérieur ou à l'extérieur du gouvernement? À l'intérieur, on a bien vu Bruno Retailleau, et ben le PS aurait dû faire la même chose. Ouais. Bon, alors écoutez, dans un instant, nous allons parler de cette candidature. Attention. Oh là. À moitié Vous y allez enfin? Vous y allez enfin? Je reste où je suis, c'est déjà pas mal. Dominique de Villepin qui n'exclut pas une candidature à la présidentielle si jamais Emmanuel Macron tombe. Quelle irresponsabilité. Ah, Rachel Kahn, je vous c'est sens. votre mot, ça. Non mais oui. Rachel Kahn, je peux vous dire, attendez Rachel Kahn, vous allez vous régaler. Parce que là, franchement, ça vous allait hors de vous. Cette candidature à demi-mot de Dominique de Villepin. Je prépare les pop-corn. Vous préparez, voilà, Jules Torres, c'est tout de suite sur Europe 1, 19h44.